Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire sur le journal de Mozart. On va donc avoir une première partie avec Marianne qui va nous faire donc une conférence qui va nous présenter à la fois le journal de Mozart et aborder donc la question comment parler de musique aux enfants. Bonjour, super, je vois votre message, c'est parfait, si tout est OK. Et on pourra donc ensuite passer à la deuxième partie, qui sera une partie de questions-réponses. On vous laissera poser toutes vos questions par rapport à cette présentation ou par rapport à des questions que vous auriez en plus. Alors bonjour à tout le monde et effectivement quand Nathalie parle d'aventure, je crois que c'est un peu comme cela en tous les que moi je l'ai vécu parce que lorsque Nathalie m'a proposé cette écriture du journal de Mozart, j'avais déjà écrit pour une autre collection, qui est la collection «J'aime la musique» où j'évoque les compositeurs dans leur histoire, dans leur temps et donc c'est voilà, je l'avais déjà fait. Mais là, cette écriture du journal, était d tout à fait différente, évidemment beaucoup plus intime, beaucoup plus personnelle et je dois avouer que, j'étais à la fois très, très heureuse et puis en fait, j'ai eu très peur et j'ai dit non. J'ai dit non parce que c'était, oui, c'était pour moi, d'emprunter la plume de ce personnage que l'on connaît tous plus ou moins, mais enfin voilà, qui est quand même une icône, qui représente le génie, l'enfant sublime et l'adulte, enfin le jeune adulte aussi, intriguant et fantastique. J'ai, je vois oui, je me suis dit: «Est-ce que je peux? Est-ce que j'ai le droit?» Et puis finalement, à la réflexion et grâce au talent, de Nathalie, j'ai finalement dit oui et j'en suis très, très heureuse. Surtout que voilà, il y a eu cette écriture, cette vie avec Mozart qui s'est donc, déployée dans j'ai vraiment vécu avec lui dans chacun de ses mots, de ses instants de vie, son enfance, l'adolescence, le lien, au père, à la mère, à la sœur, donc tout ça sont vraiment des éléments, très forts et puis jusqu'à effectivement l'élaboration de ce podcast, pour France Musique qui était aussi une très, très grande aventure puisque là, on l'a mis en vraiment dans un espace de son, de bruitage et pour recréer vraiment tout le contexte historique, et contextuel, sans l'image mais vra avec le son. Donc vraiment, du premier mail de Nathalie jusqu'à finalement même la rubrique de Nicolas Demorand sur France Inter il y a 2 jours au sujet de ce lancement de podcast autour de Mozart, c'est effectivement une grande, grande aventure et un très grand bonheur. Donc finalement, ne pas se laisser intimider serait peut-être la première conclusion. Ne pas se laisser intimider ni par, la musique, ni par ses compositeurs parce que, finalement elle parle à même cet enfant, peut parler à tous les enfants d'aujourd'hui. Lorsque, parce que bon, le temps d'aujourd'hui est un petit peu un temps arrêté pour, les artistes et je suis à l'origine productrice de concerts, donc plus de 20 ans de concerts à l'intention des enfants des écoles, des familles, et cetera, pour lesquels je présente des œuvres toujours en lien, avec les programmes, d'histoire, de littérature, ou d'histoire des arts et j'ai toujours, offert aux enfants de s'identifier avec ces êtres, qui peuvent leur sembler, inatteignables, eh bien finalement, le sport, tout simplement. La vie d'un sportif, c'est à peu de choses près la vie d'un musicien, d'un artiste. C'est dès l'enfance, c'est le parent qui accompagne, qui est là, qui encourage, c'est le professeur qui assiste, c'est les compétitions, c'est ce travail du quotidien, c'est parfois même une certaine forme d'abnégation, c'est, une certaine aussi humilité face à la notion de l'effort, de la remise en question. Donc finalement, rentrer dans la musique, par le sport qui leur parle parfois plus facilement, c'est une façon donc d'aborder, la musique pour les enfants
et de désacraliser. Désacraliser ne voulant pas dire de ne plus respecter, parce que ça reste néanmoins, en tous les cas si on évoque Mozart, des vies absolument incroyables. Les voyages qu'il effectuait à travers toute l'Europe en calèche, il fallait physiquement quand même le faire, accepter cette discipline du père pour lequel Mozart avait aussi un très très grand respect, et c'était pas forcément facile. Et d'ailleurs, à l'âge adulte, il y a déjà un ressort qui va se transformer. Et il faut que Mozart s'échappe pour pouvoir lui aussi vivre. Donc ça aussi, c'est un message très fort pour les enfants, c'est-à-dire suivre, écouter, respecter la parole du parent qui a su voir en l'enfant le talent de chanteur, de gymnaste, de danseur, de footballeur, de tout ce que vous voulez, et qui va vraiment le porter et parfois même lui faire avoir une vie un peu particulière. Et puis, il faut ensuite s'envoler. Donc, désacraliser, mais néanmoins faire prendre la mesure de ce que c'est qu'un choix de vie. Et, et à travers Mozart, pour moi, c'est déjà tous ces messages-là qu'on peut évoquer. Mais je ne veux pas accaparer la parole trop longtemps, donc peut-être, je ne sais pas, Nathalie, est-ce que je poursuis ou est-ce que déjà certains d'entre vous ont envie de m'arrêter? Je suis tout à fait à votre écoute. Eh bien, j'ai l'impression que tu peux, J'enchaîne, je continue. voilà, tu peux enchaîner tranquillement ta présentation et les réactions se feront plus dans un deuxième temps, comme on l'avait Oui, annoncé. oui, d'accord, d'accord, Voilà. d'accord. Donc, donc la vie de Mozart, pour l'aborder à travers son journal, et donc par la musique, euh, évidemment, c'est cette formule du journal, c'est cette écriture au quotidien, c'est le ton de la confidence où s'exprime la colère ou la joie, l'appréhension. Donc, il y a toute cette approche qui, qui parle, en fait, oups, pardon, qui parle aux enfants. Et parce que chacun, en tous les cas, nombreux sont ceux qui aiment bien déjà pouvoir... enfin, qui aiment bien rédiger un petit journal où ils racontent un petit peu leur vie. Donc ça, c'est vrai que cette approche par le journal a une forme de tendresse et d'intimité que je trouve très délicate. Et quant au contenu à proprement parler du livre, il faut savoir qu'en fait, Mozart écrivait, et c'était aussi la vie de ces gens au XVIIIe siècle, tout se faisait dans les correspondances, hein, pas de télévision, pas d'internet, pas de téléphone, etc. Donc Mozart écrivait continuellement à sa famille, ses amis, plus tard à ses protecteurs. Quand il partira pour son second voyage à Paris sans son père, mais avec sa mère, bien sûr, il racontera à son père l'accueil des Parisiens, les difficultés. L'annonce de la mort de la mère sera un passage plus compliqué. Je vous laisse le découvrir dans le livre. Donc voilà, donc le rapport à la lettre, le rapport à l'écriture, l'écriture confidente, l'écriture qui permet aussi voilà, de laisser jaillir ce qu'il ressentait, et puis aussi toutes ces demandes d'argent. Mozart, comme tous les compositeurs, et encore au XIXe siècle, tous les artistes, pour pouvoir vivre, avaient sans cesse besoin qu'on les aide financièrement. Il n'y avait pas de ministre de la Culture. Donc, c'était que des protecteurs, des mécènes qui les aidaient, et ils passaient leur temps à réclamer d'être payés ou d'être soutenus, etc. Donc, il y a aussi toute cette correspondance-là qui existe. Donc, dans le travail du journal, il y a un grand travail de relecture de toute la correspondance de Mozart pour être au plus proche voilà, de sa nature et de sa manière d'appréhender l'existence. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Mozart est un être... un enfant adulte, un adulte enfant. Donc, on a à travers le film, que sans doute certains d'entre vous connaissent, le fameux Amadeus de Milos Forman, qui a laissé paraître une figure très exagérée dans la grossièreté, dans ce rire un peu
presque diabolique. Alors c'est vrai, hein, Mozart avait une facilité, je dirais même un désir de laisser aller sa verve comique et parfois même au-delà de la décence. Mais c'était aussi très très fréquent au XVIIIe que de partager l'état de ses intestins, de son foie, de sa digestion. Enfin, voilà, c'était nous, évidemment, c'est pas du tout. Mais ça aussi, ça peut être une façon d'aborder le personnage et cette époque pour les enfants par ce biais de l'humour. Par exemple aussi, il aimait transformer son nom, l'écrire à l'envers, écrire des charades. Pendant tous ces kilomètres parcourus en calèche avec sa sœur, il adorait triturer les mots, inventer des histoires. Donc ça aussi, ça peut être un jeu pour les enfants que de dire, bah, tiens, à la manière de Mozart, on peut s'amuser à tous réécrire nos mots à l'envers ou dans tous les sens, les triturer. Il était très doué pour cela. Et puis, il y a aussi le côté historique qui est un petit peu amusant parce que très souvent on a du mal à resituer l'artiste dans son temps. Alors par exemple, ce qui est un petit peu drôle pour les enfants, c'est d'imaginer qu'en fait Mozart et Marie-Antoinette avaient quasiment le même âge et que lorsque Mozart est allé rendre visite donc la famille, l'impératrice d'Autriche, il y avait tous les enfants qui étaient quand même toute la famille. Marie-Thérèse d'Autriche a eu quand même au total 16 enfants, mais 13 qui sont restés en vie. Et voilà la fameuse anecdote où il joue, après avoir joué dans les salons extrêmement bien cirés. Et dans son intrépidité, il glisse et tombe et Marie-Antoinette le relève avec délicatesse parce qu'évidemment il était très honteux d'être tombé comme cela devant tout le monde et il était tellement touché de cet instant qu'il lui a promis qu'il l'épouserait quand il serait grand. Donc on peut voir que le cours de l'histoire c'est les vœux de son enfance. Mais voilà, ce sont ces petites anecdotes. Et puis, quand il revient à Paris, puisqu'il a fait deux voyages, et bien, au second voyage, plus personne ne découvre, n'a envie de découvrir finalement celui qui n'est plus le petit génie. Et là, on aborde la question du génie, qui est souvent un mot qui met un peu un couvercle sur tout le monde. Oui, Mozart est génial, c'est un génie. Et puis, plus personne n'arrive à se dire, bah, finalement, moi aussi, j'ai peut-être quelque chose en moi. Et là, je trouve que c'est aussi très, très important pour les enfants, à travers cette notion du génie, de finalement leur faire, de leur faire découvrir, de leur permettre de découvrir en eux ce qu'ils auraient potentiellement de génial et qu'ils aimeraient comme cela faire jaillir d'eux. Et ça, enfin, moi, je sais que j'aimais bien faire cela en concert et les enfants et les professeurs étaient souvent, voilà, c'est un moment fort parce que l'être génial, je crois il faut que chaque enfant sache qu'il peut être génial, qu'il a forcément un trésor en lui et que parfois la vie ne fait juste pas jaillir ce trésor. Et cela peut être aussi un beau moment de partage que de prendre le temps d'aller chercher en soi ce qu'il y aurait voilà, de précieux et que l'enfant aurait soudainement, ou en tous les cas envie de faire jaillir, surtout aujourd'hui où je crois qu'il est vraiment important d'aller chacun chercher en soi ce qu'il a d'unique. Et ce rapport-là à Mozart peut être une façon d'établir une passerelle de cet enfant. C'est le parent, hein, c'est le père qui a tout de suite vu qu'il y avait quelque chose chez son fils qui n'était pas comme chez tous les autres enfants. Et Mozart disait voilà, qu'il aimait évidemment chanter, que dès qu'il entendait une musique, il savait il la reproduisait. Donc certes, il y avait ses facultés, mais encore une fois, si le père n'avait pas été là pour l'accompagner, pour le montrer partout, pour le faire travailler, l'enseigner,
peut-être que rien n'aurait jailli de Mozart. Donc ça, je crois que c'est vraiment quelque chose d'important dans la notion de l'émergence de ce que chacun possède en soi et ce respect du parent. Voyez-vous, là, en ce moment, je suis en train d'écrire pour France Musique autour de Maria Callas. Eh bien là, c'est la mère. C'est la mère qui a... alors souvent, on dit, hein, les danseuses, c'est plutôt les mères, etc. Donc, pas la peine. Alors, on peut faire une analyse, transfert du désir de la mère ou de sa frustration, enfin, etc. Mais n'empêche que voilà, il y a un point de départ. Un enfant seul, c'est quand même très très difficile que de lui permettre. C'est pas impossible, mais voilà, il y a des liens qui peuvent se tisser autrement. Euh, on le voit dans les familles de joueurs de tennis. Enfin, voilà, je crois que tout ça parle aux enfants. Donc, cette approche du génie a désacralisé ou en tous les cas, lien avec l'intimité, enfin, pas l'intimité, non, mais le trésor de chacun. Surtout aujourd'hui. Surtout aujourd'hui où il faut vraiment aller puiser en soi pour se connaître et pour avoir cette force de se tenir droit, quel que soit ce que l'on nous demande d'être, de penser. Je crois que cette force-là, elle transparaît finalement dans la musique. Alors celle de Mozart, c'est une musique... pourquoi est-ce qu'elle elle est à la fois sublime, parfois légère, parfois dramatique? C'est parce que il y a cette force chez Mozart qui est, quand il est enfant, il a déjà cette maturité, on a l'impression qu'il a déjà compris les ressorts des sentiments humains, de la jalousie, le ressort de l'éloignement, de l'attente. Si on prend tous ces opéras, ce sont de véritables apprentissages de l'amour. Et déjà très jeune, il sentait tout cela. Mais encore une fois, montrer aux enfants qu'ils peuvent le sentir. C'est juste qu'il faut leur permettre de le dire, de l'exprimer, car tous ressentent. Mozart a trouvé son canal d'expression. Chacun doit le trouver. Et donc, la musique de Mozart, c'est ce langage qui nous touche profondément au-delà de toute forme de connaissance, parce qu'il a à la fois cette légèreté, ça pétille, et en même temps, il y a cette gravité, cette prise de conscience qui va directement en nous et qui nous transperce. On dit l'enfant adulte, l'adulte enfant, il a sans cesse comme cela évolué à la fois dans une musique légère, qu'on peut dire facile à l'écoute, et puis je vous dis des airs beaucoup plus graves, beaucoup plus dramatiques qui nous transportent. Donc écoutez la musique de Mozart, je crois qu'il c'est accepté, comme toute musique dite classique, il faut arriver à lâcher prise, accepter que c'est un monde d'ailleurs et qu'il nous parle. Il n'a pas de mots, mais il nous parle. Et sans doute, là aussi, les enfants ressentent, et c'est à l'écoute de cette musique, ils éprouvent beaucoup. Et encore une fois, d'expérience de concert, il y a toujours un moment où je leur demande, et on a cet échange parce que c'est pour moi fondamental qu'ils expriment ce qu'ils ressentent en écoutant. Et vous allez voir, vous allez découvrir vous allez découvrir vos élèves. J'ai vraiment des souvenirs avec des professeurs qui c'était des élèves, enfin, c'était des grands, c'était vraiment des grands et qui arrivaient d'endroits, de classes pas forcément toutes faciles, mais voilà, c'était comme ça. Et je me souviens qu'à cette époque-là, je présentais les Nuits d'été de Berlioz. C'était des mélodies quand même où l'expression des sentiments, de l'amour, de la nostalgie, enfin, voilà, on était en plein dans l'intime. Et tout le début du concert, les élèves riaient, bougeaient, enfin voilà, on sentait clairement le malaise. Et pour reprendre l'analogie que j'ai partagée avec vous tout à l'heure, après le premier air, je suis revenue leur parler en disant « Mais je comprends très bien que vous riez.
Je comprends très bien que vous ressentiez quelque chose d'un petit peu étrange et que vous ne soyez pas forcément à l'aise, mais c'est pas grave. Voilà ce qui se passe. Et en fait, je leur ai expliqué la voix, le muscle, exactement comme on explique ce que fait un sportif quand il travaille, sa prise de balle ou le mouvement apprentissage, enfin, etc., etc. Et puis, air après air, on le sentait dans la salle, était en train de lâcher prise. C'est-à-dire que progressivement, ils étaient pris par la musique qui entrait en eux. Et à la fin du concert, les professeurs sont vraiment venus me voir en me disant, mais on n'a jamais vu nos élèves comme ça. Parce qu'ensuite, on a parlé ensemble, il y avait des phrases qui jaillissaient de ces grands-enfants sur ce qu'ils avaient ressenti, sur ce qu'ils avaient éprouvé. Et il y avait d'un seul coup des mots qui étaient dits, encore une fois, que les professeurs ne soupçonnaient pas qu'ils puissent entendre de leurs élèves. Et ça, c'est magique et c'est bon pour les élèves, c'est bon pour les enfants. Je vois arriver Mozart. Est-ce que c'est Nathalie qui... Oui? Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui. Oui, oui, c'est ça. Donc J'en voilà profite pour faire défiler le quelques journal de extraits, voilà, Mozart. de Donc, notre livre. faire écouter la musique, leur faire parler de ce qu'ils ressentent à l'écoute. Et vous pouvez, vous, en fonction de ce que vous êtes, je ne sais pas ce sur quoi vous travaillez dans l'écriture ou dans l'histoire ou même à travers des tableaux, mais parler d'une musique, c'est aussi parler de couleurs, c'est parler de rythme. Donc tout cela, on le retrouve aussi dans la peinture, on peut aussi le retrouver dans la nature. Donc il y a voilà, beaucoup de moyens, de passerelles possibles pour rejoindre la musique, ou de faire rejoindre la musique et les enfants à travers un petit livre. Voilà. Je vous écoute si vous avez... Alors, je ne vois pas s'il y a des questions. Marianne, Oui. et donc puis donc Nathalie vous montre aussi, profite pour vous montrer quelques pages de l'ouvrage. Donc puis n'hésitez pas à nous poser donc les questions via le petit outil conversation ou chat, ça dépend toujours en fonction des versions de Zoom. Voilà. Donc Alors Alors, peut-être que... pardon, Ouais. ce que je peux juste ajouter, c'est qu'il y a, comme je le disais vraiment tout au début, ce petit livre peut sans doute être aidé pour vous, en tous les cas, du livre que j'ai écrit pour la collection J'aime la musique qui s'appelle La plume de Mozart, où là, je suis beaucoup plus factuelle. Là, on est vraiment dans l'écriture de Mozart, ce qui est vraiment un partage de son intimité, mais sans doute en support, vous pouvez aller piocher aussi des éléments dans cette collection, donc dans La plume enchantée de Mozart. J'ai repris la flûte enchantée, là c'est la plume enchantée de Mozart, qui peut sans doute compléter, en tous les cas vous aider à partager ce journal de Mozart. Et peut-être pour lancer un peu le débat, donc Marianne, tu nous as vraiment très bien conté voilà, un certain nombre d'anecdotes marquantes dans le parcours de Mozart qui peuvent permettre donc de rentrer plus avant dans l'intimité, dans le quotidien de ce grand personnage, et ce qui va donc permettre, ce qui va favoriser l'identification des enfants à ce grand compositeur en le rendant plus proche d'eux, moins intimidant. Et c'est aussi tout le propos de notre collection des vies extraordinaires, c'est de rendre des modèles accessibles, c'est-à-dire de faire découvrir aux jeunes lecteurs des personnalités fortes, inspirantes, avec leurs forces et aussi avec leurs failles, pour leur montrer que même les plus grands génies, ils ont rencontré des difficultés, ils ont dû se battre, ils ont dû y croire, ils ont connu des échecs, mais ils y sont arrivés et ils ont marqué leur temps. Donc ça, je pense que c'est en effet une entrée clé pour découvrir la musique de Mozart, c'est partager son parcours. Et dans le livre, tu expliques vraiment très très bien, voilà, quelles ont pu être ses sources d'inspiration, quel a pu être le contexte dans lequel il a composé,
quel était aussi son état d'esprit, ses humeurs, etc. C'est ça qui est passionnant. Mais peut-être que pour nos auditeurs, peut-être qu'il pourrait être intéressant, c'est de rentrer encore plus concrètement dans l'approche de sa musique, et peut-être si tu as des œuvres à recommander, par quelle œuvre on peut commencer avec des enfants de 9-12 ans, pour leur faire découvrir toute l'œuvre de Mozart. Alors, en fait, pour moi, il y a pas une œuvre plus pour enfants que pour adultes. Et donc, je crois que c'est plus, est-ce qu'ils auront plus envie d'écouter une œuvre de type opéra qui va leur raconter une histoire? Et là, on peut sans doute rire du personnage de Figaro dans Les Noces de Figaro, qui va se moquer du maître et qui est plein oui, de verve, d'humour, et pour piéger le maître dans cette forme de séduction du maître sur Suzanne, sa future femme. Mais il y a aussi tous les œuvres instrumentales, parce que voilà, qui peuvent faire rêver, tout simplement. Moi, j'avoue que voilà, quand j'entends le concerto pour clarinette, il y a une douceur telle dans la clarinette que c'est un voyage absolument extraordinaire. Et puis, je dois avouer qu'en plus de ça, il est associé à ce film Out of Africa. Alors ça aussi, c'est Mhm. intéressant parce que ça permet de voir qu'est-ce qu'on fait avec une musique, justement. Et j'avais lu toute l'écriture du compositeur John Barry, qui a composé toute la musique du film d'Out of Africa, et qui explique justement les thèmes qu'il accorde à chaque personnage et ce fameux concerto pour clarinette. Et c'est donc passionnant. C'est une autre façon aussi de comprendre les rôles des musiques. Donc moi, le concerto pour clarinette, c'est une œuvre absolument sublime de par sa douceur. Euh, Bien sûr, la flûte enchantée avec l'air de Papageno, qui est d'autant plus, comment dirais-je, touchante. C'est que ce personnage qui joue sur sa bonhomie, sa maladresse, caractère un peu pâteau, est en fait très fin. Et le rôle de Papageno dans l'opéra permet justement au prince Tamino d'aller retrouver sa princesse, et surtout de franchir ces fameuses étapes initiatiques pour atteindre donc la lumière qui représente aussi la sagesse, la connaissance. Donc là, on est dans les messages de la franc-maçonnerie, mais tout ça est tramé subtilement. Et le rôle de Papageno est crucial. Et puis, c'est vrai que donc il y a Papageno avec son petit carillon, Tamino qui a sa flûte dite enchantée. Donc là, on peut jouer avec les enfants sur cette reconnaissance des petits instruments, ce que ça va leur permettre de faire, franchir les étapes du feu, de l'eau, de l'herbe, etc. Donc, on peut vraiment plonger dans un opéra qui est apparemment plutôt enfantin, mais qui en fait a vraiment une symbolique excessivement forte. Et moi, j'aime beaucoup me servir de cet opéra pour montrer justement les étapes de vie que l'on franchit pour nous permettre d'atteindre au mieux la sagesse, une forme de lumière, la connaissance. Et donc l'opéra de la flûte enchantée est extraordinaire. Et il est d'autant plus touchant, ce personnage de Papageno, parce que Mozart aimait beaucoup son Papageno. Il chantait son air que vous pourrez découvrir dans les audios proposés. Et sur son lit de mort, c'est son air de Papageno qu'il a chanté. Donc il y a vraiment toute une symbolique, toute une tendresse autour du personnage de Papageno que les enfants aiment beaucoup et qui peuvent dessiner. Cet homme oiseau est très poétique. Donc voilà déjà ce à quoi je pense.
et alors après, la marche turque, la petite musique de nuit, enfin, il y a toutes ces œuvres. Vous pouvez jouer effectivement sur les sonneries de portable et puis vous dire, bah, tiens, quelle est cette musique à l'origine? Pourquoi il l'a écrite? Pourquoi est-ce qu'elle est devenue si célèbre? Euh, donc tout ça, ce sont des petits moyens d'aller à la source de ces musiques que l'on écoute toujours. Il y a bien sûr toutes ces musiques religieuses, ce fameux requiem aussi qui est très, très intriguant puisque cette dernière œuvre qui lui a été commandée, donc on a brodé. Alors, sans doute le savez-vous d'ailleurs, cette fameuse histoire d'Amadeus, elle est basée sur la nouvelle qu'on a écrite tout d'un coup. C'est Tchekhov ou c'est euh, il me semble que c'est Tchekhov, justement, sur Mozart et Salieri, où on a cru que c'était enfin, une rumeur qui a circulé comme quoi ce serait Salieri qui aurait empoisonné Mozart et qui l'aurait donc fait mourir pendant l'écriture de son requiem. Non, c'est faux. La relation avec Salieri n'était pas mauvaise, elle était quasi inexistante en fait. L'un et l'autre évidemment avaient connaissance de l'autre, mais ils se respectaient tout à fait. Salieri n'avait aucune raison d'être jaloux, il avait une place tout à fait acquise à la cour, et Mozart avait de toute façon pris ses ailes pour se dégager de toute forme de discipline et d'autorité d'un prince. Donc c'est une rumeur, mais ce requiem est profondément bouleversant puisque il s'arrête sur le Lacrimosa parce qu'il meurt. Et donc cette œuvre ne sera pas achevée. Donc là aussi, il y a quelque chose de dramatique dans cette fin de vie chez Mozart. Voilà à quoi je pense dans l'immédiat des musiques de Mozart. En fait, il y en a plein, il y en Et a en tous les tellement que… cas, oui, évidemment, c'est une œuvre très, très riche. Bon, après une première base, c'est aussi les 15 extraits que tu as sélectionnés qu'on peut écouter, tout en lisant, le livre. Donc, ça donne aussi peut-être des petites pistes. Donc ce sont des extraits que vous pouvez télécharger, gratuitement grâce à une petite appli, vraiment ça prend 5 minutes de télécharger cette appli et ensuite vous pouvez lancer l'écoute des morceaux, juste en scannant la page, donc c'est très immédiat et ça peut être voilà pour vous une première approche très facile, à mettre en œuvre et du coup de pouvoir immédiatement relier, l'extrait musical à, à un moment précis de la vie de Mozart et vous appuyer, sur, toutes les infos que donne Marianne au fil de son récit qui est extrêmement, précis et documenté. Hem Et est-ce que, parce que Marianne, tu as une grande habitude de, voilà, de faire des concerts, de proposer des concerts, aux enfants. Hem, quand tu les prépares, ensuite comment tu arrives à lancer un peu, une interaction avec les enfants? Est-ce que tu as des petites questions un peu clés pour les amener à réagir, à leur faire exprimer leur ressenti? Parce que la musique, c'est aussi avant tout, une aventure, personnelle. Chacun peut avoir sa propre interprétation d'une œuvre, ressentir des choses, différentes. Mmh. Est-ce que, voilà, avec des enfants, dès 9 ans, on peut essayer d'engager comme ça un dialogue avec eux et de les inviter à exprimer, voilà, est-ce que cette musique les émeut, les rend tristes, les rend joyeux? Est-ce que voilà, c'est des choses que tu as pu expérimenter? Oui, ben oui, bien sûr et en fait, peut-être que parmi vous, il y a quelques personnes qui pratiquent la musique, un instrument ou je ne sais pas, mais sans doute le savez-vous que, dans l'écriture de la musique, il y a, ce qu'on appelle des tonalités. Ce sont en fait des couleurs et il y a des écritures qui sont plutôt en mineur et d'autres en majeur. Mais je pense que ces mots vous parlent de toute façon. Une écriture mineure, vous l'entendez tout de suite. Ce sera une écriture qui va être plutôt sombre, qui va plutôt être dans la nostalgie ou voilà, dans la tristesse. Si vous aviez à peindre cette musique mineure, eh bien,
la palette de couleurs évoluerait entre les bleus, les sombres, enfin voilà, toute une palette donc plutôt, plutôt romantique, plutôt sombre. Et puis, il y a la palette du majeur, dans la tonalité majeure, qui est donc une tonalité beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus rayonnante, beaucoup plus, oui, lumineuse et rayonnante et gaie. Et donc, je me sers souvent de ces couleurs pour demander aux enfants finalement qu'est-ce qu'ils ressentent. Est-ce que cette musique, comment est-ce qu'ils la peindraient en fait, cette musique? S'ils avaient à peindre cette musique, est-ce qu'ils auraient plutôt envie, voilà, d'emprunter des couleurs comme le jaune, le rouge, l'orange, le vert, ou plutôt des marrons, des gris, etc. Donc là déjà, c'est une entrée en matière qui leur parle immédiatement et tout de suite, ils s'imaginent et c'est là où tout de suite il y a un débat d'ailleurs, parce que certains peuvent l'entendre très triste et puis d'autres, bah non, finalement, moi j'aime bien, c'est gai, etc. Donc là, il y a vraiment un échange possible parce qu'effectivement, il y a même des œuvres où on s'arrête en mineur, j'essaye de retrouver l'œuvre, mais on s'arrête dans une tonalité mineure, mais en fait, dans ce mineur, il y a comme un questionnement. Et c'est ce qui nous laisse présager. Ah oui, non, c'était chez Ravel, parce que je suis en train de préparer quelque chose, et dans les contes de ma mère Loi de Ravel, qui sont vraiment des contes pour enfants que Ravel a mis en musique, et bien typiquement dans Le Petit Poucet, la fin de la pièce, eh bien, la fin est en majeur. Bon, bah, typiquement, vous vous dites, ah bah alors s'il a écrit la fin en majeur, donc dans une tonalité, une couleur jaune, lumineuse et finalement pleine d'espoir, bah vous vous dites, bah tiens, finalement, peut-être que le petit poucet va pas mourir. Donc ça, ce sont des approches qui permettent tout de suite un partage avec les enfants sur qu'est-ce qu'ils ressentent et qu'est-ce qu'a voulu dire le compositeur lorsqu'il décrit sa musique dans des couleurs sombres. Et puis d'un seul coup, il va ouvrir une porte de lumière et vous dites, ah, là, il se passe quelque chose. Voilà, ça, c'est tout de suite ce qui peut fonctionner vraiment très, très bien et qui ensuite permet d'aller beaucoup plus loin. Oui, non, c'est vrai qu'après, voilà, proposer aussi des ateliers de peinture, etc., de passer par d'autres expressions Absolument. artistiques, de mêler la musique et le dessin, c'est aussi une piste Moi, vraiment je crois que c'est intéressante. vraiment, effectivement, je crois que c'est vraiment très important. Alors ensuite, il y a le côté danse quand on parle d'une valse ou quand on parle d'un menuet, par exemple. Un menuet, c'est l'ancêtre de la valse. Donc, on sait qu'il va être dans un trois temps, puisque la valse, c'est cette fameuse danse à trois temps. Donc, si on a de la place dans sa classe, on peut aussi se dire, moi, je me souviens très bien d'avoir fait un concert autour des gavottes de Jean-Sébastien Bach. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre d'enfants qui ont été heureux de danser une gavotte. C'était il n'y a pas si longtemps. Donc, d'exprimer par le corps, le rythme, c'est aussi très sain. Donc, un menuet à trois temps, vous leur apprenez à se déplacer sur ces fameux trois temps tranquillement, alors deux par deux, ça, ce sont des évolutions possibles. Et évidemment, par la peinture, par la couleur, ce sont des moyens qui fonctionnent très bien. Ce qui fonctionne aussi très, très bien, alors, ça dépend ce qu'on a comme outil, mais c'est de leur donner à chacun un instrument ou une couleur, par exemple, où vous vous dites, bah, tiens, toi, tu es l'orchestre ou toi, tu es l'instrument soliste, et puis de leur faire mimer. Quand on est dans un concerto pour violon, par exemple, ou le concerto pour clarinette, c'est un dialogue. C'est un dialogue entre l'instrument soliste, donc la clarinette en l'occurrence, et l'orchestre. Ça serait intéressant de leur dire, bah, comment est-ce que vous ressentez ce dialogue? Parce que eux, quand ils dialoguent, et là, en général, ça peut vous rendre service, ils ont du mal à s'écouter, ils se coupent la parole, ou ils parlent ensemble. Bon, bah, vous remettez ça dans une perspective du dialogue de l'instrument soliste avec le concerto. S'ils se coupent la parole, s'ils ne s'écoutent, s'il y en a un qui parle trop tôt ou qui parle trop longtemps, c'est la cacophonie et le concerto ne peut pas avoir lieu. Donc ça aussi, c'est une autre façon de s'approprier la musique avec vos élèves pour qu'ils captent la notion d'écoute. Et cette écoute-là, elle est encore plus forte dans l'écriture du quatuor à cordes. Et c'est d'ailleurs l'écriture d'un quatuor à cordes, donc pour 4 instruments à cordes, le premier violon, le second violon, l'alto
et le violoncelle, c'est toujours cette formation-là. Là, c'est pareil. L'écoute, et sans doute que vous pouvez, par le biais d'une vidéo qui est facile à trouver, vous prenez une séquence d'un quatuor à cordes interprété par des musiciens que vous montrez à vos élèves et demandez-leur de regarder les musiciens, de les regarder. Eh bien, ils vont saisir les regards entre chacun. Parce que si ils n'écoutent pas la dernière note de l'un d'entre eux à laquelle ils vont donner suite, eh bien, ils vont partir en retard. Et ça sera véritablement un drame parce qu'il faudra recommencer, ça sera l'accident. Vous avez un accident en plein concert, c'est compliqué à gérer. Donc, cette notion d'écoute absolue pour une réussite d'un ensemble, bah, quand ils prennent la mesure de cette conscience de l'écoute, vous verrez que vous serez content. Et puis Voilà ce à quoi je pense. après, alors comme le suggère aussi l'une de nos participantes, il y a le chant, tout simplement. Et là, elle suggérait, par exemple, de faire chanter Papageno Papagena aux enfants. Et ça, c'est vrai que Ah bah, ça peut être tout à l'air le fait plus mais réjouissant. mais absolument et le dialogue entre Papageno et Papagena, le fameux papa, 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 papa et là, vous pouvez leur dire: «Bah, toi, tu fais seulement papa» et puis il y en a un autre qui fait papa, papa 3 fois et là, vous pouvez effectivement, les faire chanter de la même façon qu'il y a des canons qui peuvent être chantés, l'un commence le chant évidemment, bien sûr, bien sûr. Alors, je ne sais pas, je ne vois pas de petites questions de mon côté. Euh, N'hésitez pas surtout si vous voulez qu'on creuse un point. euh, Est-ce que Marianne, tu veux peut-être du coup passer au petit mot de la fin pour clore Alors, cette moi, petite conférence? alors, ce que je voudrais surtout vous dire, c'est que bon, là, je vous fais une petite présentation, je ne vous connais pas, je ne vous vois pas, donc voilà, j'essaye d'être avec vous et de vous transmettre. Mais ce que j'aimerais surtout vous dire, c'est que je suis totalement prête à intervenir avec vous dans vos classes et à parler avec vos élèves en direct si vous le souhaitez ou parler avec vous. Enfin voilà, je crois que il me semble que je ne peux pas vous dire mieux. N'hésitez absolument pas à venir vers moi. Si par exemple, suite à tout ce qu'on vient de se dire, vous lisez le livre et vous vous dites, bah tiens, moi, ce passage-là, c'est là où j'ai envie de m'arrêter avec mes élèves, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble? Voilà, n'hésitez absolument pas, je serais vraiment toujours très, très heureuse. Vous savez, c'est toute ma vie que de faire aimer la musique aux enfants pour qu'elles deviennent un peu comme l'eau qu'on boit, quelque chose de normal, de simple et dont, in fine, on a besoin. Donc, n'hésitez pas. Alors, l'invitation est lancée. Voilà, Euh, justement, du coup, je voulais profiter de cette invitation pour dire que, bien sûr, vous avez donc mon mail lorsque vous vous êtes inscrit au webinaire. Donc, n'hésitez pas en fait à me recontacter par mail si justement vous avez envie des idées pour faire intervenir Marianne ou des questions encore à lui poser plus tard. Ensuite, si jamais vous n'avez pas encore regardez l'ouvrage, vous n'avez pas encore travaillé l'ouvrage, donc là, c'est que vous avez des questions par la suite. Vous avez toujours mon mail, donc on sera bien sûr encore disponible ensuite. alors, juste une petite question de dernière minute. Alors, on nous demande, c'est une question très technique pour toi, Marianne, je serais absolument incapable d'y répondre. Voilà, comment comprendre le Le mineur et le mineur et le majeur? majeur. Voilà. Oui, alors j'ai évoqué tout à l'heure. Mineur, la couleur mineure en musique, c'est la couleur de la nostalgie, de la douleur, de la tristesse, du regret, de l'orage, de toutes les impressions, les états, les paysages, de la nostalgie, de la tristesse, d'une intimité douloureuse. Voilà, tout ce qui est du ressort sombre. On appelle ça le mineur.
Et en majeur, là, au contraire, on est dans la joie de vivre, dans la lumière, le soleil, la gloire, la célébration, voilà, tout ce qui ressort de l'élément de festif, de la joie, de l'amour, quand il est heureux, tout cela va jaillir en majeur. D'où mes analogies de couleurs en peinture. On aura plus. Oui, qui est très efficace comme repère. Alors, dans la partition, pour les reconnaître, bah, c'est ça. Alors après, bon, je pense que là, on rentre dans un discours un peu technique avec les gammes mineures, les gammes majeures. Je pense que c'est sans doute pas utile d'aller jusque-là. Je crois qu'ensuite, il faut… Alors, ça juste, pardon, s'entend. je me permets de te couper parce on me signale, voilà, et par rapport aux partitions, Oui, sur oui, une je vois. partition, comment on reconnaît mineur et majeur? Donc, là, il y a une vraie question technique quand même. Oui, oui, mais c'est pour ça, j'ai vu la question. Et donc après, c'est ce qu'on appelle les altérations en dièse, en bémol, avec les gammes relatives. Euh, ça demande, enfin voilà, là on peut, il faut prendre la partition, il faut la regarder et en fonction de ses tonalités, on juge dans quelle gamme elle est et c'est comme ça qu'on peut savoir si elle est en mineur ou pas. Mais confiance aux oreilles, confiance aux oreilles. Vous l'entendez si une musique est triste ou elle est gaie. Et vous savez alors si elle est en mineur ou en majeur. Si, franchement, enfin bon, là, on n'a pas d'instrument, mais c'est ce que je fais au concert. Très souvent, je demande et c'est comme ça que j'éveille les enfants, je demande aux musiciens, je dis, ben voilà, on va jouer une phrase, on va la jouer en mineur, donc son, hein, puis on va la jouer en majeur. Et là, je dis aux enfants, alors, à votre avis, laquelle est en mineur, laquelle est en majeur? Tout de suite, ils l'entendent. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Alors, Alors, nouvelle question. Comment aider les enfants à exprimer leurs ressentis? Ils sont un peu pauvres en vocabulaire souvent. Oui. Bah, moi, je crois sans doute hein, qu'il faut leur offrir comme un… je reste sur les couleurs, parce que je pense que plus on va rester là-dessus, plus on sera tous dans cette même démarche. Quand vous offrez une palette de mots, je pense que ça peut être intéressant d'offrir une palette de mots aux enfants que vous choisissez ensemble et puis vous leur apprenez par le fait, je ne sais pas moi, 4 mots pour décrire la joie ou 3 mots pour décrire enfin voilà, vous choisissez 3 mots pour la joie, 3 mots, enfin je ne sais pas de quelle classe il s'agit précisément, mais si vous abordez le chagrin, eh bien dans ces cas-là, il faut aussi qu'ils imaginent, est-ce qu'ils voient des larmes, est-ce qu'ils voient des sourires? Je pense qu'il faut élargir aussi aux expressions du visage, au regard, pour que eux aussi puissent à la fois l'entendre, mais le dire sans doute sur le visage. Ça peut être aussi un jeu d'expression des visages, mais comme une palette de couleurs, vous proposez une palette de mots à l'intérieur desquels ils peuvent choisir. Et donc, effectivement, je pense qu'en CE2, il faut rester sur des mots qu'ils connaissent. Moi, je pense toujours qu'il faut glisser un petit mot en plus qu'ils ne connaissent pas. Le petit mot qui va faire partie du mot du soir. Je ne sais pas bien encore. Enfin, voilà, ça peut être ce petit mot-là qu'on apprendra en plus sur un mot de tristesse ou de regret, un souvenir. Mais le plus possible délier la langue de ce qu'ils ressentent, mais ils ont leurs mots, ça peut être par des images, ils peuvent vous dire, vous pouvez leur faire décrire voilà, est-ce qu'ils entendent comme si c'était un paysage où il pleut, ou est-ce que c'est plutôt un paysage où ils verraient une rivière qui coule? Il faut sans cesse passer par les images. Le plus important, c'est qu'ils la ressentent, et progressivement, vous allez leur offrir les mots pour le dire. Merci, Marianne. Merci beaucoup. Peut-être que juste, il y a Nathalie, je sais que tu nous as parlé quand même déjà un petit peu de la collection des vies extraordinaires. Je crois qu'il y a dans dans une des pages du journal de Mozart, il y a justement
un récapitulatif un petit peu des titres qui sont déjà parus dans la collection. Je sais pas si Absolument. tu veux en Donc, parler juste deux mots pour terminer. oui, donc c'est donc Des Vies extraordinaires, comme je disais tout à l'heure, donc c'est une collection qui a pour ambition de faire découvrir aux enfants, dès 9 ans, des figures inspirantes. Alors, il peut s'agir de figures très connues, comme ici, Mozart, où on a aussi dans la collection, Léonard de Vinci ou Marie Curie ou Cousteau, donc dans des domaines différents, que ce soit, scientifiques, des scientifiques, des explorateurs, des musiciens, des artistes, mais aussi, et c'est là, une des originalités de la collection, de leur faire, découvrir des personnalités, injustement méconnues, comme par exemple Alice Guy, qui était la première femme, cinéaste, qui, a produit, plus de 200 films, et qui a construit toute son œuvre au temps des frères Lumière, de Méliès et de la Gaumont, parce qu'elle a commencé en tant que secrétaire de monsieur Gaumont. Autant de noms qui n'ont pas été oubliés par l'histoire, mais étonnamment, le nom d'Alice Guy, a été un peu mis sous le tapis, donc on a vraiment tenu à rendre hommage à cette femme absolument, exceptionnelle, heu, en lui consacrant un ouvrage dans notre collection, qui est la première femme, cinéaste. Et puis, sans oublier aussi les héros du quotidien. Ça, ce fut le titre qui a inauguré, notre collection, le Journal d'Henri, qui est l'histoire vraie d'un petit garçon qui a grandi, pendant la Seconde Guerre mondiale à Évreux, qui n'est autre d'ailleurs que le petit frère, de l'auteur, enfin le grand frère, pardon, de l'auteur. Et on suit, au gré de son journal intime, voilà son quotidien, entre, les bombardements, l'exil, la dureté de la vie avec les tickets de rationnement, le père qui part au combat, voilà, c'est un récit extrêmement, poignant, qui fait découvrir vraiment aux enfants ce qui a pu être, la vie quotidienne, en ces temps de guerre, et voilà qu'il a aussi sont des récits qui veulent vraiment donner, des vraies leçons de courage aux enfants, qui veulent leur redonner une motivation, qui peuvent aussi ouvrir des vocations. Voilà, la collection a vraiment été pensée, pour, que ce soit des récits qui donnent, voilà, de la force, du courage, et Dieu sait si on en a tous besoin, en ce moment. Donc cette collection, voilà, elle a à l'heure d'aujourd'hui, il y a 2 nouveautés, que nous sommes impatients de vous faire connaître, qui sortiront, au mois de mai. Donc à la suite du journal d'Henri, on va aussi proposer, l'itinéraire d'Armand Morgenstern, qui est un autre, jeune garçon qui a connu la Seconde Guerre mondiale, mais lui qui était, juif, et donc là, on va suivre son parcours, qui a aussi été, à la fois d'une grande dureté, puisqu'a il a dû, quitter ses parents, pour pouvoir, survivre, pour pouvoir gagner la zone libre, où il a été recueilli par, ce qu'on appelait à l'époque le réseau Marcel, qui trouvait, des établissements, qui acceptaient d'accueillir des enfants juifs, que les parents avaient dû abandonner, et qui va voir, voilà, ce parcours de vie à la fois, extrêmement, difficile, mais en même temps aussi plein de belles rencontres, plein de joie. Et c'est un monsieur qui va faire ensuite une brillante, carrière, en tant que, heu, dans le marketing et la publicité, notamment, et en tant que mathématicien. Voilà, donc c'est voir aussi comment, une enfance chahutée, une enfance difficile, peut aussi, être, un planche de rebond pour ensuite avoir, énormément de force, de conviction, et un tempérament, bien trempé, je dirais, et qui donne beaucoup de force pour construire, sa vie, future. Et il a eu donc, à la fois une vie familiale très riche, et une magnifique carrière. Donc voilà, encore un autre parcours, une autre histoire vraie, pour, que les enfants se nourrissent de ces parcours, et que, ça leur apporte à la fois, du réconfort, de la joie, et encore une fois, du courage, et leur montrer que, même face à l'adversité, voilà, on peut s'en sortir, heu, et qu'il est normal
de faire des erreurs, de connaître des échecs, d'avoir des difficultés dans son parcours de vie. C'est quelque chose de normal et c'est ça, en fait, qui nous aide à Mmh. nous construire, et à rebondir. Voilà. Et Donc on a aussi Christophe Colomb qui est sorti le mois et dernier. Christophe Colomb, absolument, qui est sorti, au mois de février. Voilà, absolument, pour compléter la liste. Donc journal d'un explorateur pour voguer vers d'autres horizons et ça fait du bien aussi en ce moment, on en a besoin. Complètement. Voilà. Et on a juste une dernière question pour savoir, parce que oui, donc la collection est plutôt à partir de 9 ans. On demandait si c'était quand même des ouvrages qui étaient accessibles pour les travailler et les présenter à une classe de CE1, CE2, donc 7-8 ans. Alors en effet, comme tu le dis Marianne, je pense qu'en lecture accompagnée, c'est tout à fait, possible. Après en lecture, je dirais autonome, évidemment, ça dépend beaucoup. Bon, les questions d'âge, c'est bien sûr totalement théorique. Ça dépend évidemment de l'enfant. Est-ce que voilà, est-ce qu'il dévore déjà des livres? Est-ce que de son appétit de lecture? Mais en tout cas, en lecture accompagnée, ça peut tout à fait, les textes peuvent être tout à fait accessibles à des enfants de 7-8 ans. Mmh. Oui, enfin, l'histoire en tant que telle est de toute façon pour tous. Donc, c'est vrai que ce sont des. Voilà, après, au niveau de l'écoute, de la lecture, c'est ce que tu te dis, Nathalie. C'est en fonction de chaque enfant. Je pensais leur faire écouter le podcast. Ah bah, le podcast, c'est une super entrée en matière, oui, bien sûr. Pour des Le plus jeunes, podcast, c'est une ah belle oui, entrée en matière. voilà, c'est vraiment. C'est plus le même rapport à la lecture. C'est autre chose. Mais évidemment, là, c'est une immersion absolue dans la musique de Mozart du début jusqu'à la fin. Avec les bruits de calèche, le canari de Mozart. Enfin bon, on est sur une dimension autre, c'est normal. Mais bien sûr, il faut l'écouter. Il est le premier en ce moment podcast sur la plateforme de Radio France. Donc, Non, et grand, puis c'est vrai que c'est profitez-en. une superbe, enfin, c'est une belle manière d'introduire le récit que d'avoir une écoute à voix haute qui est extrêmement vivante, avec, comme Bien tu disais, sûr, des bien sûr. bruitages, avec des extraits musicaux. Et ça rend en effet, Moi, c'est je me une écoute demande très même, attractive. ouais, et je me demande même si finalement de plonger dans ce podcast ne leur donnera pas plus envie de lire le livre en fait, Oui, c'est ça, c'est parce que que tout se déroule très vite. voilà. Et du coup, de reprendre et de retrouver ces mots enfin, ça peut marcher dans les deux sens Ah, évidemment, absolument. mais Mais c'est une belle introduction. exactement. Pour après, voilà. Et je Et pour ceux voyais qui ne le savent pas, les épisodes durent uniquement 5 minutes. Donc, c'est vrai que qu'on est plus autour de 10. Ouais, c'est ça. On est Il y a entre 8 et 10 minutes. C'est très court. voilà, cet épisode d'une voilà. dizaine de minutes, en sachant qu'il y a aussi des extraits musicaux, Ah, tout le euh, temps. voilà. Mais dans le Donc, livre, tu voulais dire. pour le Tu parles podcast. du podcast ou du livre, Ouais, Nathalie? pour le Pardon. podcast. Oui. Voilà. Il y a les extraits musicaux dans le livre qu'on peut écouter en lisant le livre. Et puis dans le podcast, voilà, c'est donc oui, 10 minutes maximum, y compris les extraits Oui, 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 musicaux. oui, oui. Et donc, voilà, c'est des petits formats très En fait, toute accessibles l'histoire est pour ouais. des enfants de 7-8 ans, ça fonctionne. Voilà, j'ai déjà énormément d'échos de tout âge d'enfants. Les parents écoutent avec les enfants, donc enfin, ça marche extrêmement bien. Et toute l'histoire, en fait, tout le texte du journal, le livre, est monté par le côté musique. Donc, il y a de la musique tout le temps, donc c'est vraiment un enveloppement de musique de Mozart. Mais je vois qu'il y a quelqu'un qui me disait, j'ai bien entendu Marianne Vourge peut se déplacer et venir à la rencontre des élèves. Je le redis, absolument. Je me ferai un vrai plaisir. Donc, comptez sur moi. Voilà. Voilà. Donc là, n'hésitez pas à nous contacter et nous, voilà, on peut organiser tout ça avec la complicité de Marianne, avec grand plaisir. Absolument. Voilà, on terminera sûrement sur cette invitation, cette belle invitation. Et vous n'hésitez pas du coup à revenir vers nous. Et on vous remercie pour votre attention et votre présence ce soir. Merci beaucoup, Marianne, Mais d'avoir merci à vous tous. échangé avec nous.
Et puis, j'espère vous retrouver lors d'autres webinaires encore. J'espère que le format vous a plu. Pour nous, c'était une première pour des ouvrages de jeunesse. Et c'était en plus une première avec Marianne. Donc, ce sera un plaisir de refaire cela avec vous. On vous souhaite une très bonne soirée et on vous dit à très bientôt. Merci à vous Eh ben, tous. merci Marianne, Belle merci à lecture, tous belle musique. et très belle soirée. Merci. Merci. Au Au revoir. revoir.